Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pardon, ça commence bien en ce dimanche soir. On se retrouve pour Livia Dharma avec Stéphanie Ledoux ce soir. Je me réjouis de l'accueillir et de découvrir son parcours avec vous. Je vous laisse arriver tranquillement. On va laisser Stéphanie arriver. Hello Stéphanie. Je te laisse rejoindre la vidéo. Hop, peut-être, ouais, voilà. Bonjour tout le monde. Hey, salut, Bonsoir, salut Stéphanie, tu vas bien? salut Perrine. Très bien et toi? Ouais, super. Je suis hyper contente qu'on puisse enfin avoir cette conversation, toi et moi, depuis le temps qu'on la prévoit. C'est ça qui a été décalé plein de fois. Ouais, bah écoute, ça se fait quand ça doit se faire, hein. C'est ok. Exactement. Ouais. Bon, bah je me réjouis en tout cas. Merci beaucoup d'avoir accepté. Merci pour ton invitation. Ouais, tu sais, j'essaie de repenser quand est-ce que j'ai découvert ton compte. Je pense que c'était pas très longtemps après que je te fasse ma première demande Mm, mm. interview. Je pense que c'était en fin d'année dernière. Je ne sais plus comment, mais tes portraits m'ont tout de suite beaucoup parlé. Je sais plus si oui, je pense que je te l'ai dit que mon mari est sénégalais, et donc moi j'ai Oui, une petite métisse à la maison, donc c'est vrai que voilà, l'énergie des peuples de tous les continents et cette sensation d'être un peu une citoyenne du monde, voilà, forcément ça me parle. Donc merci déjà pour tout ce que tu fais. J'ai hâte d'en savoir plus sur comment tu en es arrivé là, à vivre en tout cas depuis là où je me trouve. Moi, tu me donnes vraiment cette sensation de vivre ton dharma, de vivre ouais, de manière tellement juste, d'être dans ton art. Donc, ouais, je me réjouis d'entendre comment tu en es arrivé là. merci. Alors, eh bien, on va commencer par le commencement. Pour les personnes qui n'ont jamais encore suivi ces lives, ce soir, on va parler dharma. Le dharma, c'est une thématique, un terme, un thème qu'on retrouve dans la philosophie du yoga, donc ces textes anciens qui ont plusieurs milliers d'années, qui ont été écrits en sanskrit. Et une de ces définitions du mot dharma, est souvent traduit par mission de vie, euh, qu'on traduit en anglais comme par life's purpose. Donc purpose, c'est une notion de but, d'objectif, et qui sont pour moi des notions qui traduisent pas de manière vraiment juste l'essence justement qui se cache derrière ce mot, puisque c'est vraiment des sens dont on parle. Euh, et du coup, c'est de là qu'est venue l'idée de faire ces interviews. C'est de raconter des histoires, des parcours de vie de personnes qui me donnent l'impression de vivre ouais, ce dharma, donc cette vie qui part vraiment depuis l'espace du cœur, où on ose être pleinement qui on est, parce qu'en réalité, c'est ça dont il s'agit, d'oser exprimer sa vérité, trouver sa voix, VOIE, VOIX, tout en gardant en tête que tout ça n'est pas une destination, mais un chemin, et qu'on est tous en chemin, qu'on le sache ou non, qu'on l'appelle dharma ou pas d'ailleurs, il peut y avoir plein d'autres façons de nommer. Voilà, donc dans les grandes lignes, ce dont on va parler ce soir avec Stéphanie. Et donc, si c'est OK avec toi, on va utiliser ton parcours de vie comme fil conducteur pour illustrer ce terme. Et évidemment, j'ai une petite trame de questions, mais j'aime bien me laisser aller au gré voilà, du flow de la conversation. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, de dire que ce soir, c'est ton parcours qu'on utilise et que l'idée, c'est de montrer une façon, ce que vivre son dharma peut vouloir dire à travers Stéphanie, mais que l'idée, c'est évidemment d'inspirer tout un chacun à s'autoriser en fait, à vivre depuis cet espace du cœur en accord avec notre âme, si c'est un terme qui résonne pour vous. Parce que je suis convaincue, moi, quoi, on a tous un chemin d'accomplissement à trouver. Donc voilà, c'est l'intention, moi en tout cas, que je pose avant chaque interview, que ça résonne avec au moins une personne, que ça inspire au moins une personne, et si c'est le cas, génial. La mission est accomplie.
Voilà pour l'intro. Donc, je vais te laisser faire la suite en commençant, Stéphanie, si c'est OK pour toi, par te présenter pour les personnes qui nous rejoignent ce soir et qui ne te connaissent pas encore. Donc, qui es-tu, Stéphanie Ok. Ledoux? Eh bien, donc, j'ai 39 ans, je suis née à Toulouse. Je réside encore à Toulouse et j'y ai mon atelier entre deux voyages. Et je suis passionnée depuis que je suis petite, je pense depuis l'âge où tous les enfants aiment bien dessiner. Donc par le dessin, euh, j'étais pendant ma scolarité un petit peu cataloguée, étiquetée comme celle qui sait dessiner, à qui on venait demander des dessins. Enfin, c'était déjà une activité qui était assez valorisante de par mon entourage. Et puis j'ai commencé à voyager à l'adolescence avec mes parents. OK. On a tous contracté ce virus du voyage en même temps. Ça nous a valu des moments très forts et des très très beaux souvenirs tous ensemble. Et puis j'avais pas vraiment l'idée que ça pouvait être que je pouvais en faire un métier. Donc c'est passé par pas mal de phases. Enfin, je pense que On y dans la reviendra. interview on y reviendra, voilà. Et donc aujourd'hui, on peut on peut qualifier mon activité d'artiste voyageuse, donc puisque je voyage et je dessine. J'ai un travail qui est en deux phases. Donc, dans un premier temps, je vais à la rencontre des peuples et notamment des minorités ethniques avec un carnet de croquis à la main. Et je rentre en contact avec les gens en fait par le biais du dessin et du portrait particulièrement. Ça crée un espace d'échange, un espace de rencontre, un vrai face-à-face avec la personne qui est assez qui brise la glace en fait, hein, qui malgré parfois la différence de la langue. Et j'apprends plein de choses sur ces personnes, sur leur mode de vie, leur culture, leur tradition pendant cette phase de dessin. J'intègre ces dessins dans des carnets de voyage qui sont un pêle-mêle, vraiment une prise de notes de terrain avec du texte, avec des photos, des collages, des petites choses que je glane ici et là, des prises de notes. Et puis quand je reviens de mes voyages, j'ai une deuxième phase en atelier qui commence, qui est celle où déjà je laisse décanter un petit peu toutes les émotions et tout le vécu du voyage. Et puis voilà, la mémoire fait le tri et puis je me remets dans l'émotion dans l'environnement de ce voyage. Je me replonge dans mes croquis, les photos, des sons que j'ai enregistrés sur place, et puis je fais revivre ces rencontres sur toile, euh, et ce qui donne lieu à des expositions, etc. Et donc j'ai un travail qui célèbre un petit peu, je dirais, l'humanité dans sa beauté, dans sa diversité, qui parle aussi des traditions qui disparaissent parce que le monde se mondialise à toute vitesse et certaines des minorités ethniques que je rencontre sont confrontées à cette modernité et cette perte de tradition qui est parfois très rapide. Et donc je témoigne un petit peu de tout ça avec un point de vue très subjectif d'artiste. Et donc j'espère véhiculer à travers mon travail un message de curiosité à l'autre et d'ouverture et de tolérance qui nous fait parfois défaut. J'ai pas regardé le résultat des élections, mais je pense que c'est quelque chose dont on a plus que jamais besoin. Ouais. Mm, Ouais. On va faire abstraction, on découvrira ouais, tout ouais, ça après. ça va dur. On est. Non, mais c'est OK, c'est un fait. On est un soir d'élection de deuxième Mm. tour, donc on verra à quelle sauce on va être mangé à la fin de l'interview. Ne nous dites pas, dans les commentaires, ne nous dites pas. Je vais rester dans ces sujets. Donc voilà, on a besoin de tolérance, d'ouverture Ouais. voilà, de se rendre compte qu'on est une seule grande et belle humanité qui peut vivre fraternellement sur notre planète. Ouais, ouais. Ouais, merci déjà pour ce que tu fais. Moi, je sens l'âme de petite fille, tu vois, j'ai envie de te poser plein de questions. Mais comment ça se passe? Comment tu organises tes voyages et où tu vas et comment tu te mets en contact avec les gens et donc peut-être qu'on y reviendra.
Mais je vais essayer de rester centrée sur le thème qui est celui du Dharma. Et, si tu as déjà regardé certaines de mes interviews, tu sais que j'aime bien en fait faire cette présentation par mes invités. Déjà parce que je trouve que c'est important de savoir pour les personnes qui nous regardent qui se trouve en face de moi et de nous. Mais surtout, ce qui m'intéresse par-dessus tout, c'est justement d'aller toucher du doigt l'essence, à savoir la motivation, c'est pas le mot, mais qu'est-ce qui t'anime derrière qui tu es et ce que tu fais. Donc, tu as déjà mentionné le fait de mettre en lumière ces petites communautés qui tendent à disparaître, de mettre en lumière notre nature humaine aussi qui tend de plus en plus à disparaître. Est-ce que toi, tu aurais une autre façon de formuler ça? Qu'est-ce qui te pousse à faire ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans tout ce que tu fais? C'est difficile à dire parce que je me suis jamais posé la question de faire ce métier-là. Enfin, j'arrive même pas à dire que c'est un métier parce que c'est une passion. Enfin, il n'y a pas de frontière dans ma vie entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Enfin, je baigne dans les deux. Je suis incapable de partir en vacances de la manière oisive de certaines personnes. Enfin, je suis toujours en ébullition et en activité, même en vacances. Et à l'inverse, tout peut être vu comme des vacances ou tout peut être vu comme du travail selon le point de vue. Et je ne l'ai pas non plus vu en termes de dharma et de mission. Et d'ailleurs, j'ai j'ai failli pas accepter de faire cette interview avec toi parce que je me sentais pas du tout légitime pour incarner un parcours de dharma. Parce que c'est quelque chose que j'ai fait avant tout pour me faire plaisir à moi-même. J'avais ces deux passions, donc qui sont le dessin et qui sont le voyage comme ouverture à l'autre et comme façon de rencontrer les autres. Mais c'est avant tout parce que ça me plaisait à moi et que c'était les deux activités que j'adorais, sur lesquelles j'adorais passer du temps plus que tout. Et je me suis demandé comment faire pour avoir une vie où je peux passer mon temps à faire ce que j'aime en fait. Et pour avoir testé la vie salariée, où le deal c'était bon d'accord, mais d'abord tu vas travailler et puis tu feras ce que t'aimes ce soir à 8 h du soir en rentrant, ou tu attendras toute la semaine qu'on soit vendredi soir pour faire ce que t'aimes. Ce schéma-là m'a pas du tout convenu et je m'y sentais très étriquée. Donc la question qui s'est posée, c'est comment faire pour m'adonner à ces deux activités le maximum du temps. Donc, en tirer une mission, je vois finalement. Pas une mission, hein, pas une mission justement. Ouais. Pas une mission justement, et c'est pour ça que j'essaie de m'éloigner de cette notion parce que justement le terme mission il est tellement chargé et ce que je dis à cet épisode, mais moi je sentais qu'il y avait quelque chose qui avait besoin de s'exprimer à travers moi et en même temps je me sentais être personne pour avoir une mission, donc le terme mission, tu vois, mets-le de côté. Comme toi, je trouve ça un peu écrasant de responsabilité. Ouais, mais t'es clairement habité, ne serait-ce que par ta passion, en fait. Et c'est tellement beau de voir, justement, à quel point, en nourrissant ta passion à toi, tu éveilles de la curiosité, de l'empathie pour ces communautés, tu crées du lien avec les expositions, enfin, tout ce qui émane. Calcul, en fait, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est arrivé un peu accidentellement et je suis la première surprise. De voir tout ce que ça génère de positif, comme ce que tu dis, et de voir aussi qu'il y a des personnes qui peuvent être inspirées par ce parcours. Parce que quand j'ai sauté le pas de passer de cette vie salariée à cette vie freelance, c'était il y a 11 ans maintenant, et j'étais dans un entourage où c'était pas du tout la norme de faire ce pas, où tout le monde m'a un peu pris pour une folle. Et aujourd'hui, je vois bien que les notions d'alignement, de donner du sens à ce qu'on fait, de faire un travail qu'on aime, c'est beaucoup plus des préoccupations, et notamment dans les jeunes générations. Enfin, on en entend beaucoup parler. Et donc, c'est pratiquement 10 ans après qu'on est revenu me voir en me disant « Ah, mais toi, au fait, tu as fait une reconversion, comment ça s'est passé ?» Et où on me demande de raconter
cette chose-là qui a été un gros challenge à l'époque, mais qui pour moi est quelque chose d'assez lointain maintenant. Et donc, Ouais. je suis la première surprise à voir que ça peut contribuer à inspirer d'autres personnes à questionner leur vie et à se lancer dans quelque chose qu'ils aiment davantage. Ouais. C'est ça qui est magnifique quand on vit pleinement son dharma, à quel point en s'autorisant nous à vivre ce qu'on a à Ouais. vivre, on autorise les autres aussi à le faire. Mm, Euh, mm. à leur manière, évidemment. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit quitter son job salarié Non, et non, tout le si. monde doit partir. Voilà, parce que toi, c'est ça qui t'a. C'est comme ça que ça s'est passé pour toi, mais ça peut prendre mille et une formes. Donc, et ouais, comme tu dis, pour moi, il n'y a rien de calculé au-delà de suivre cet élan, en fait. Mm. Et toi, bah, ton élan, enfin, tes élans, c'est la passion du dessin, la passion du voyage. Et c'est tellement beau de voir ce que tu en as fait. Franchement, wow, c'est magnifique. Magnifique. Merci. Ouais. Du coup, bah, justement, si on prenait le temps un petit peu de revenir sur ton parcours. Mhm. Donc, tu nous as dit que depuis toute petite, tu avais cette passion pour le dessin. Euh, et pour autant, j'entends que tu as fait un job salarié, donc j'imagine Mm. que enfin, je sais pas, est-ce que tu as fait Non, 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 des c'est pas, études c'est là-dedans? Ah, ouais. par le dessin. Donc, bah, quand j'étais petite, si on m'avait demandé ce que je voulais faire, je voulais être dessinatrice. C'était sûr et certain. Et puis, en grandissant, en fait, je suis pas du tout d'une famille d'artistes. Ok. Il n'y avait pas d'artistes dans ma famille. Et en fait, si je réfléchis, il n'y avait même pas de gens freelance dans ma famille. Et ça, c'était quelque chose d'assez important parce que le modèle unique qui m'était proposé, c'était faire des études dans une filière qui est porteuse. Alors les mots-clés, voilà, c'était filière porteuse, débouché, CDI et faire si possible toute sa carrière dans la même boîte solide Mm. et une vie sans surprise un petit peu quelque part. Et donc au moment de choisir mon orientation, comme j'étais une élève assez docile et qui avait un bon dossier scolaire, bah, on m'a envoyé en filière scientifique parce que un papa ingénieur se disait qu'une filière scientifique, c'était là où il y avait le plus de débouchés, justement. Et alors que j'étais déjà pas tellement scientifique, hein, c'était plus. Je pense qu'une filière littéraire ou déjà artistique m'aurait plus convenu. Et puis, au moment de choisir une orientation post-bac, quand j'ai commencé à murmurer que j'aimerais bien faire une école d'art appliqué, qui commençait par un BTS d'art appliqué, alors là, c'était trop pour mes parents. BTS, c'était quasiment un gros mot. Mm. Donc en fait, je suis partie en fac de biologie et écologie. Donc j'ai quand même fait des études qui me plaisent parce que j'ai un lien très fort avec la nature. Et donc c'était des études en lien avec la nature. Mais quand il a fallu trouver un emploi, ben en fait, j'ai fini par une école d'ingénieur en agronomie. Toujours pour des raisons de déboucher et de trouver un boulot. Et donc j'ai fini, en sortant de mes études d'ingénieur, par trouver un boulot d'ingénieur agronome. J'en ai même trouvé plusieurs, puisque pratiquement dès le départ, j'ai compris que c'était pas une filière dans laquelle j'allais m'épanouir. Enfin, déjà, mon premier boulot, je me suis demandé les premiers jours, mais qu'est-ce que je fais là? Ce milieu-là, ça me correspond pas du tout. J'avais envie de pleurer quand j'allais au boulot. Enfin, c'était la catastrophe. Hein. C'était un grand nom du corps tout entier. Comment je vais faire? Et donc j'ai enchaîné plusieurs CDD. J'en ai fait 4 hein, quand même. Et je prenais des respirations entre deux CDD en partant en voyage. Et en rentrant, je me faisais repiéger parce qu'on me demandait, bon, c'est bien joli tes voyages, Stéphanie, mais il va falloir que tu trouves un boulot maintenant. Et j'ai passé 4 ans comme ça à alterner les deux, à jamais trouver mon compte, à me dire que c'était moi qui clochais, qui était toujours, comment on appelle ça, insatisfaite, à me Mm. demander qu'est-ce qui clochait chez moi. Et en fait, je pense que c'est 4 ans qui m'ont fallu pour, comment dire,
accumuler assez de confiance en moi et en mon projet pour dire bah, stop, maintenant en fait c'est ma vie et c'est mes choix et sortir de toutes ces injonctions, bah, de toute cette norme en fait qui était un peu qui m'était imposée mais qui me, au fond qui me correspondait pas. Et, Ouais. euh, et donc voilà, 4 ans d'aller-retour entre des voyages et des CDD assez insatisfaisants. En parallèle de ça, comme je sentais que j'allais pas faire carrière toute ma vie dans ce métier-là, j'ai commencé à ouvrir un blog. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Donc Ok. en 2007, j'ai commencé à avoir un blog que j'alimentais avec les carnets de voyage que j'avais fait, qui n'étaient jamais sortis de la famille. Donc c'était un peu un pas de déjà montrer mon travail en dehors du cercle amical et familial. Ils ont trouvé un écho assez rapidement chez des gens que je connaissais pas qui venaient me faire des compliments dessus. Donc je me suis dit, ah bah ça peut toucher d'autres gens qui n'ont pas fait le voyage avec nous en famille. Et ça, plus quelques petites expositions que je préparais le soir et le week-end. Donc, euh, avec très peu de temps et très peu de moyens du coup. Mais déjà, c'était encourageant. Et je me suis dit, si déjà ça commence à marcher comme ça alors que j'ai très peu de temps à y consacrer, ben, faisons le pari que si je me lance vraiment, ça peut marcher mieux. Ouais. Et puis je me suis retrouvée face à un dilemme puisque c'était le 10 août 2010. C'était la fin de mon dernier CDD, un CDD de 10 mois qui m'avait coûté beaucoup d'énergie. Et on me proposait de me le rallonger. Ça veut dire que j'allais passer l'été à travailler. Et d'un autre côté, ce même jour, le 10 juillet, quelqu'un qui ne me connaissait pas, qui était conseiller culturel à l'ambassade du Yémen à Paris et qui avait vu mon travail sur mon blog, m'invitait au Yémen pour un voyage artistique Ouais. avec 7 autres artistes, avec une expo à la clé. Et donc j'étais vraiment à la croisée des chemins avec voilà, ces deux possibilités et il Le faut même choisir jour. le même jour. Donc D'accord. symboliquement, je trouvais ça. Ah ouais. Et c'est marrant parce que j'ai mis longtemps à m'apercevoir de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une synchronicité. Et à l'époque, c'était juste, ah bah tiens, c'est marrant, c'est la même date. Mais faut savoir que dans tout ce parcours où je me suis rendu compte que bah, j'étais pas, pas alignée, pas en adéquation avec le travail pour lequel j'avais fait 6 ans d'études. Et tout ce processus pour accumuler assez de confiance en moi et ne pas aller la chercher chez les autres, que ce soit mes parents ou que ce soit mon compagnon de l'époque, et de me dire, bah, en fait, non, il faut que ce soit moi qui accumule cette foi en mon destin pour me lancer toute seule. Et tout ça, enfin, c'était vraiment en n'ayant aucune notion de développement personnel ou de coaching ou quoi que ce soit, parce que même mon entourage amical était pour la plupart des gens qui faisaient des études d'ingénieur ou qui avaient fait des études d'ingénieur en même temps que moi et qui avaient les mêmes conditionnements que les miens. Donc c'était d'autant plus un parcours d'autant plus solitaire. Hmm. Donc voilà, les mots synchronicité et tout ça, j'étais à des années-lumière de tout ça. Mais c'est vraiment une sorte d'instinct de survie en fait hein, qui m'a fait me dire ah non, je peux pas aller au travail tous les jours en traînant les pieds à contre-cœur comme ça. Alors que je brûle d'une passion que j'arrive à assouvir que 2 jours par semaine le week-end et encore en ayant plus toute mon énergie quoi. Ouais. Waouh, c'est tellement beau ce que tu racontes parce que bah, effectivement, on est tous plus ou moins dans, enfin en tout cas pour les Français qui sont, je pense, la plupart des personnes qui nous regardent, Mm, dans cette même culture qui est assez formatée en fait, mm, où toutes les décisions se passent au niveau de la tête, où il y a un parcours de vie qui est tracé et on te dit mm, que c'est là qu'il faut suivre et on te demande pas tellement de le remettre en question. Et c'est vrai que mm. d'avoir cette force d'écouter en fait ce qui vibre vraiment à l'intérieur et ce qui brûle même comme tu l'as dit, Mm.
c'est pas simple. Donc, bravo à toi d'avoir senti cet appel et, ouais, et d'écouter ça, même si bon, j'ai un petit peu un parcours similaire. Hein. Enfin, Ouais. en tout cas, ouais, dans l'éducation que j'ai reçue, les études que j'ai faites, le parcours professionnel que j'ai eu avant de faire ce que je fais aujourd'hui. Et ouais, je me retrouve tout à fait dans ce que tu dis, le fait de ne pas être compris par Mm, nos mm, proches, forcément, et ouais, et que c'est solitaire. Et pour autant, je ne sais pas si c'est quelque chose que toi, tu as vécu tout d'un coup. Il y a comme ce déclic où, justement, d'écouter ce qui résonne tellement fort en nous devient plus fort que tout. mm, Et c'est là où, en général, on se met dans l'action et la vie commence à nous répondre. Et mm, les synchronicités qu'on peut appeler d'autres manières, hein, pour d'autres personnes l'appelleront du hasard. Moi, je ne crois pas au hasard. J'aime bien l'appeler synchronicité, mais encore une fois, on n'est pas obligé de coller des étiquettes ou des mots. Voilà, mais je reste convaincue que la vie nous soutient justement quand on ose. Euh, mm, mm. répondre à l'appel et se mettre en mouvement parce que c'est une chose de dire ok je sens que mais après faut l'incarner quoi, faut le mettre en mouvement tout ça et donc bravo à toi pour avoir osé Mm, faire mm. ça. Donc j'imagine que ce fameux c'était 10 août ou 10 juillet, tu as utilisé les 10 deux. juillet. Alors le 10 juillet Donc, le 10 j'imagine que juillet, c'est ça. je me suis envolée pour le Yémen. Ouais, ok. Donc, après avoir dit stop, enfin, après avoir un petit peu donné mes points de vue à mon entourage, hein, ça a été un peu musclé par moment. Mais bon, je pense qu'il fallait en passer par là pour dire stop à toutes ces peurs qui étaient pas que les miennes en fait. Hein. Il y avait mes peurs et puis il y avait les peurs de mon entourage. Et je trouve ce qui est extrêmement difficile dans ce parcours quand il est solitaire, c'est qu'on doit surmonter les siennes, mais aussi celles de tous les gens qui projettent leurs peurs sur notre parcours, quoi. Et donc et j'ai quelque choisi. part et quelque part excuse-moi je t'interromps mais Ouais, parce ouais. que ça me vient tellement fort là quelque part je sais pas si tu en es là, mais d'en venir à en remercier finalement ces personnes parce que c'est grâce à leur résistance que Mm, toi, tu as pu aller te frotter à ce que tu voulais vraiment et mm. ça t'a confirmé, tu vois, ça t'a ouais, vraiment C'est vrai. conforté en fait dans Mm, cette mm. décision que tu prenais et que même s'ils allaient à l'encontre, ben toi, tu te rends compte que ben si en fait, c'est vraiment ça. Et que peut-être s'il n'y avait pas Ouais, eu autant de résistance, et ben ça ne serait pas passé de la même façon. ouais, rétrospectivement, je me dis c'est assez miraculeux d'avoir réussi à trouver ce ressort en moi. De Mm. même que je me dis qu'avec le système éducatif tel qu'il est fait, ou tel qu'il était fait en tout cas à l'époque où j'étais à l'école, c'est quelque chose où on n'est pas encouragé à regarder à l'intérieur de soi qu'est-ce qu'on aime, quels sont ses rêves d'enfant, etc. Et finalement, je me suis dit que le fait d'avoir été plutôt bonne élève, ça avait été plus une malédiction qu'autre chose, parce que c'est parce que j'étais bonne élève qu'on m'a envoyé faire des études supérieures, là où ce que j'aimais faire du dessin et de la peinture, c'est plutôt finalement parfois les mauvais élèves ou ceux qui rentrent pas dans le moule qu'on envoie faire des études artistiques. Donc, Ouais, enfin ouais. bon, le 10 juillet, donc je suis partie, je me suis envolée pour le Yémen. Ça a été un voyage magnifique. C'est la première fois que je partageais ma passion du dessin avec d'autres artistes le long d'un voyage. Ça a été une vraie révélation. Euh, Plein d'émulation, un pays magnifique qui à l'époque évidemment n'était pas en guerre, donc un pays avec un patrimoine incroyable et une population incroyable. De l'inspiration en veux-tu, en voilà. Et ça s'est conclu par une belle exposition sur place. Et ensuite, l'équipe que nous étions au Yémen a continué à exposer un peu partout en France et même à Londres, on est exposé. Et c'était voilà, enfin, ce projet au Yémen a déclenché plein de choses, plein de rencontres en fait, qui ont fait boule de neige et qui ont lancé quasiment sans effort mon activité de peintre. Ça s'est Mhm. fait tout seul en fait, il n'y a eu vraiment aucune difficulté. Wow.
Waouh, c'était tellement juste. Ça t'a été proposé, c'était si tu y vas, c'est Mm. inconfortable sur le moment de devoir annoncer tout ça, mais après, c'était genre tapis rouge, quoi, Exactement, pour la exactement. suite. Ah là là, c'est magnifique, magnifique. Génial. Donc ça, tu as dit, c'était en 2010, Ouais. c'est ce que tu fais. Et depuis, j'ai pas regretté un seul jour de ma vie Mhm. cette décision. Je me lève tous les matins heureuse de faire ce métier, que ce soit en voyage ou que ce soit à la maison. Quand je pars trop longtemps, alors si jamais je pars en vacances vraiment pour faire un break de mon boulot, mais quasiment il me tarde de rentrer pour pouvoir peindre, ça me manque au bout d'un moment. Et puis bah, tout a été assez fluide. Dans les rencontres artistiques, les lieux d'expo, les festivals. Euh, et puis un an après avoir pris cette décision, j'ai exposé sur un festival qui s'appelle le Rendez-vous du carnet de voyage de Clermont-Ferrand, qui est un petit peu le festival de référence dans ce milieu-là, Ok. et où j'ai gagné bah, deux prix. J'ai gagné le prix du public et le prix de l'écriture. J'ai trouvé un éditeur. J'ai été embauchée sur un projet d'animation pour faire des peintures qui passaient sur Arte, d'un réalisateur génial qui s'appelle Bastien Dubois. Enfin, voilà, plein de projets se sont. Ça a vraiment un effet boule de neige qui s'est quasiment pas arrêté jusqu'à aujourd'hui, en fait. Wow. Mm. Magnifique. Et j'adore parce que ça change un petit peu, tu vois, des autres interviews que j'ai fait jusque-là, où ça se passe souvent un peu plus dans la douleur, où il y a plusieurs épreuves qui viennent, tu vois, un peu nous pousser enfin, nous les pousser, les personnes que j'aime interviewer dans leur retranchement pour vraiment, voilà, se révéler à elles-mêmes en traversant certaines choses, etc. Et là, oui, toi, tu as eu toute cette période où il a fallu t'affirmer, notamment vis-à-vis de Mm. ta famille. Mais c'est chouette parce que ça montre justement que trouver son dharma, ça passe pas forcément par ouais, des choses dramatiques ou Non, ouais, non, et de travail traumatiques. noir de l'âme Mais c'est vrai que pendant 4 ans, c'était quand même. Enfin, rétrospectivement, je me dis, mais j'aurais pu y aller dès le. J'aurais pu faire un CDD et réaliser. J'ai quand même été un peu têtue de vouloir m'entêter enfin, têtue ou au contraire docile de continuer à faire croire que mon chemin était peut-être là-dedans, alors qu'en fait, à l'intérieur, je le savais depuis le début, quoi, depuis le premier jour. Et oui, Mais, mais encore une fois, tu mais c'est une grandis. question d'affirmation de soi. Je te dis, quand t'as pas les outils de développement personnel, quand t'as pas des profils de personnes inspirantes, que ce soit des gens qui sont freelance, que ce soit des gens qui se sont reconvertis, que ce soit des gens qui ont cette, cette aspiration à faire ce qu'ils aiment, je manquais de modèles, je pense, à l'époque. Et oui, parce que finalement, on est encore trop peu nombreux à oser sortir du moule. Mm, Et mm, c'est sans aucun jugement de valeur que je dis ça, mm. parce que ce moule, il est tellement ancré dans notre conscient, notre subconscient, que ben voilà, la vie, c'est ça. Tu fais telles études, et tu as tel boulot, et tu achètes la maison à Ouais, tel âge, tu te maries et tu as des enfants. mm. Mais c'est vrai Que que c'est un entourage, je trouve. Parce que oui, aujourd'hui, où j'évolue dans ce milieu artistique, alors c'est marrant parce que dans les premières années d'activité, j'ai rencontré assez rapidement plein de gens qui évoluent dans ce milieu-là, qui étaient des gens que j'admirais et qui sont aujourd'hui devenus des amis chers. Et finalement, je me suis entourée ces 10 dernières années de gens qui ont le même mode de vie freelance, quelle que soit leur activité. Et hmm, aujourd'hui, ça choque personne quand je parle de travailler aux horaires qu'on veut, de travailler le week-end si on veut, et puis de faire un break en pleine semaine, de même pas savoir si ça m'arrive de pas savoir si on est la semaine ou le week-end. Je sais pas quand est-ce que sont les vacances scolaires. Enfin, parfois, on se sent un peu du coup décalé. Mais ouais. Mais pour l'avoir vécu aussi, qu'est-ce que c'est bon quand on me dit alors qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? J'étais là, week-end, c'est le week-end. oui. Ah Ah non, oui. mais moi j'ai envie de bosser, j'ai une peinture, je Ouais, m'en ai c'est pas. ça, c'est ça.
Bon, maintenant, j'ai des enfants, donc je connais les jours de la semaine et les vacances scolaires. Mais je me souviens bien de cette époque où je suis sortie de ces schémas-là et effectivement, de pouvoir bosser jusqu'à super tard parce que tu es tellement porté par ce que tu fais. J'imagine que toi, Et ça c'est t'arrive. pas, on compte pas ses heures C'est quand on ça. bosse pour soi. Quand C'est-à-dire, on aime, on on ne n'a même compte pas pas. l'impression de travailler. Et mm, Ouais, ouais. C'est marrant parce que tu parles des personnes justement qui t'ont inspiré, qui sont devenus tes amis. Est-ce que tu dirais qu'il y en a justement, peut-être au tout début de ce cheminement, qui t'ont porté et qui t'ont inspiré justement à suivre cet élan du cœur parce que tu les voyais faire ou ça de m'a loin? donné l'idée. J'avoue, ça Ouais. m'a donné l'idée que c'était possible, toute cette communauté qu'on a. J'aime pas trop ce mot parce qu'il est très réducteur, mais de ce qu'on appelle des carnétistes, c'est-à-dire des gens qui font des carnets de voyage et qui en vivent plus ou moins. Ça m'a inspiré de me dire qu'il existait des festivals, qu'il y avait des publications qui étaient faites dans des livres, que ça pouvait être un métier. Parce que je crois que de moi-même, je me serais pas dit. On a ça quand même très profondément ancré culturellement en France, je trouve, qu'un travail, ça doit être quelque chose de pénible et de contraignant et quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Et tu vois, moi, j'arrivais même pas à me dire que c'était un travail parce que c'est quelque chose d'agréable à faire. Mm, Et je crois même que mm. l'étymologie du mot travail, ça veut dire torture. Ouais, effectivement. Et moi, c'est le mot laborieux qui me tourne en tête, Ouais, ouais. le Mm, labeur et tout ça, mais c'est très, très juste. Et c'est même intéressant de voir que malgré le fait que tu aies sauté le pas et que ça fait plus de 10 ans, tu as encore du mal à toi t'approprier le fait que c'est ta contribution au monde. On va pas utiliser le mot travail, c'est la manière dont tu œuvres. oui. Mm, Ouais. Mais c'est, ouais, non, ouais, toute comment, ouais, la notion de travail, c'est vrai que pour moi, elle est tellement ouais, à revoir et que si on parlait justement de contribution ou d'œuvre, eh ben, je mm, pense que mm. ça changerait beaucoup. Ça changerait beaucoup, ouais. Et il n'y aurait Ouais. pas cette notion de se contraindre à faire quelque chose qu'on n'aime pas. Je pense que Mhm. Mhm. on se poserait Absolument. plus la question de ne pas rentrer dans les cases d'un conseiller d'orientation, de ce qui a du débouché, et on s'apercevrait que nos caractéristiques et nos qualités personnelles peuvent nous amener quasiment à inventer la vie qui nous correspond, et même si ça rentre dans aucune case. Tout à fait. Tout Bon, à fait. moi, Ouais, que notre c'était à l'époque, singularité. c'était les brochures ONICEF et les salons de l'orientation. Ah non. Ils t'ont jamais parlé de voyageuse slash dessinatrice. Ils t'ont jamais Mm, parlé. mm. Non, C'était non, bah après, je te dis, c'est en voyant des revues et des publications dans des livres où je me suis dit, ah, mais il y a des gens qui dessinent et qui voyagent et c'est leur métier. Mais c'est ça que je veux faire. ouais, ouais, Mm, ouais. Non, mais c'est tellement important ce que tu dis de s'autoriser parce qu'il il y a ce côté aussi où quand justement on sort un peu de cette masse entre guillemets et qu'on ose exprimer notre singularité, notre unicité, c'est vrai que, et je dis ça encore une fois sans jugement de valeur, et c'est aussi parce que j'ai vécu longtemps à l'étranger que mm, j'ai souvent eu cette sensation qu'en France, dès tu sais que tu avais quelqu'un qui sortait un peu du lot, on dit tu mm, rentres, on veut que tout le monde soit bien mm, au même niveau, tout ça, alors que moi, en l'occurrence, je vivais aux États-Unis, et je suis loin de dire que c'est une culture parfaite, mais c'est vrai que c'était plutôt l'inverse. Quand il y avait quelqu'un qui sortait, j'avais l'impression qu'il y avait une main qui arrivait comme ça, il disait, oh, c'est qui toi là, qui sort un peu du haut, viens nous voir, tu nous intéresses. mm, mm. Donc je pense que voilà, il y a quand même une norme française qui est assez présente, qu'on s'en rende Après, compte ou je pense pas, que ça dépend des milieux. Je pense que et que c'est en train de changer et que je fais les une énorme généralisation. beaucoup dans ce truc-là, et il suffit d'être entouré de gens un petit peu plus à côté du système et un peu plus freelance, etc. Et là, enfin, j'ai pas Mmh, d'enfants, mais si j'en avais, je voudrais qu'ils soient au contact de gens qui ont des vies plus libres, comme ça, pour ne serait-ce que s'identifier. Moi, si j'avais rencontré enfant des artistes, des artisans, des gens qui s'épanouissent en travaillant de leurs mains, mmh, et son patron, bah, ça m'aurait donné un modèle, ça m'aurait donné des idées de métier, tout simplement. ouais, Ou les voir ouais. qu'il n'y avait
que ce que proposaient les conseillers d'orientation. Ouais, tout à fait. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai qu'on ne peut Mm. pas forcément imaginer des choses, ouais, ou s'autoriser à penser en dehors de ce cadre quand on est petit. Mm. Mais c'est là où c'est beau justement de se rendre compte que quelque part, ça dépasse l'aspect de notre personnalité humaine et que quelque part, bah, c'est l'âme à un moment qui se réveille, qui, Mm. qui hurle quelque part Et et oh, qui dit, ouais, oh, je suis là et moi, n'oubliez pas. j'ai un plan, j'ai un tapis rouge pour toi. Et du coup, en revenant à ce tapis rouge, donc tu nous as parlé déjà de cette première synchronicité, ce voyage qu'on te propose pile au moment où tu dois te positionner par rapport au salariat. Du coup, bah, j'imagine que tu en as plein des rencontres, parce que le terme de synchronicité, oui, c'est moi ce que j'aime voir comme des signes de l'univers, à quel point bah, on est soutenu justement quand le pas qu'on a pris est clairement dans la bonne direction. Euh, mais ça peut être ouais, des moments de magie, des moments de rencontre, des opportunités qui se présentent. Voilà, tu penses à quelqu'un, hop, il t'appelle justement pour te Mm, proposer mm. quelque chose. Est-ce que tu en as d'autres à nous partager justement qui viennent appuyer un petit peu ce propos que l'univers nous soutient quand on est... Il y en a tout le temps. Et des fois même, et je rigole toute seule quand j'ouvre un mail et j'apprends une nouvelle et je me dis, ah, ben, enfin, on dirait vraiment de temps en temps que l'univers nous fait des blagues. Et ça, enfin, ça peut être en voyage ou bah, des choses qu'au début on comprend pas pourquoi ça marche pas comme on avait imaginé. Et puis au final, on comprend que tout s'aligne pour qu'on aille à tel endroit et qu'on rencontre telle personne. Et il y a qu'à se laisser guider en fait. Et puis, plus, plus pragmatiquement, les dernières en date, je voulais faire enfin, avec le Covid, j'ai eu pas mal d'expos qui ont été annulés, en plus des voyages qui étaient annulés. Et j'avais envie de faire, à la fin de l'année 2021, qui vient de s'écouler, une exposition. D'habitude, je la fais à Paris, ma grande exposition de fin d'année. Je fais généralement une grosse expo en décembre. Et ça faisait 2 ans que je la faisais à Paris. Et là, j'avais envie de rapatrier ça à Toulouse, au cas où il y ait, je sais pas, des aléas du Covid. Et je m'étais dit, ah, mais j'aimerais bien une grande salle et j'aimerais pas faire cet événement toute seule. J'aimerais bien le partager avec un autre artiste parce que j'aime bien le format duo. Et je me disais, mais je connais pas de grandes salles qui correspondent et puis je vois pas qui inviter sur Toulouse. Enfin, les collabs que j'avais faites avant étaient plutôt à Paris. Et puis je pose ça comme ça en me disant, bon, je lance une bouteille à la mer dans ma tête. Et puis je crois, même pas une semaine après, m'est faite une proposition d'une agente d'artiste qui représentait un sculpteur que j'aime beaucoup et qui connaît aussi mon travail et qui aime beaucoup, donc qui s'appelle Jean-Paul Mestre, et qui avait imaginé une expo en duo tous les deux et qui nous avait trouvé une salle aux bonnes dates, de la bonne taille, etc. C'est du tout cuit, c'est incroyable. C'est trop beau pour être vrai. Et tout a été hyper fluide dans tout le déroulement de la préparation et puis de l'exposition. Et, enfin, ouais, j'en ai plein des histoires comme ça. Ouais, c'est ce Je... qu'on me répond souvent en fait. Et c'est là où je me dis, yeah, j'ai casté la bonne personne pour l'interview parce que c'est exactement la réponse que j'ai envie d'entendre. Euh, mais du coup, pour les personnes peut-être qui t'écoutent et qui se disent, ouais, d'accord, donc à partir du moment elle a accepté ouais, d'exploiter quelque part pleinement son don pour le dessin, et ben voilà, en fait, elle a, elle a eu ce premier voyage et puis après elle a rencontré, donc ça marche super bien pour elle. Mais j'aimerais quand même revenir parce que j'imagine que même si tes voyages sont hyper riches, tu as quand même dit que tu avais besoin de décanter aussi. Mhm. Euh, Juste pour revenir sur le fait que quand on vit son dharma, tu nous l'as dit, tu te lèves tous les matins Mm. sans jamais regretter cette décision que tu as prise. Mm. Mais juste pour dire aussi que ça ne veut pas dire que la vie est forcément simple et facile Non. et tous les jours. Et que c'est pour ça que c'est important de se rappeler et que j'aime bien poser cette question de qu'est-ce qui t'anime, de savoir pourquoi on fait ce qu'on fait. Parce que, ben oui, c'est ça qui nous porte justement dans les moments où ben, on peut avoir un creux de vague, on peut être confronté. Et j'imagine que dans les voyages, ça arrive quand même souvent, ne serait-ce que par les différences de culture ou
de communication, peut-être, je ne sais pas, Mm. ou autres aléas du voyage. Donc ouais, et puis ne serait-ce que rappeler que j'imagine que justement quand tu es en voyage, c'est du H24 en fait, où tu passes Ah ton oui, temps dans le... c'est du boulot. Bah, c'est un vrai engagement pour vivre la vie qui me plaît. Et comme je disais, je compte pas mes heures, que ce soit à l'atelier, quand je travaille, parce que c'est... Ce matin, j'ai essayé de faire une méditation. J'étais incapable de me concentrer parce que j'avais un dessin qui était commencé et que j'avais trop envie de le faire. C'est vraiment un... il y a un désir qui est fort et qui est irrépressible. Mm. Et alors après, bon, bah, c'est comme tous les... Du moment qu'on fait d'une activité sa profession, il y a tous les côtés chiants. Il y a l'administratif qui est particulièrement incompréhensible et lourd pour les artistes. Ok. Enfin, il y a plein de trucs pas rigolos à faire. Je me retrouve parfois avec un emploi du temps, un planning trop rempli, avec des dates impossibles à tenir et beaucoup de stress, etc. Enfin, c'est pas tous les jours tout rose, mais je sais pourquoi je le fais et que ce soit quand j'arrive dans un nouveau pays ou même quand je reviens à mon atelier, le cœur chargé d'inspiration, c'est des vrais moments de bonheur, quoi. Et je pense que c'est parce que je suis encore guidée par cet enthousiasme qui est intact que, que je continue cette activité parce que pour beaucoup de gens qui décident de sauter le pas d'une reconversion professionnelle pour faire quelque chose qui les anime en freelance, il y a cette croyance que c'est quelque chose d'irréversible et de linéaire. Alors qu'en fait, bah, maintenant que j'en suis d'autres, des gens qui ont suivi comme ça un chemin pas tout tracé, on peut passer quelques années à s'éclater dans une activité et à s'y épanouir et puis se lasser ou découvrir les mauvais côtés de ce travail et avoir envie de se réorienter ou de prendre un virage. Enfin, y a rien qui est irréversible. Moi, je sais que pour l'instant, la richesse de ce qu'il y a à découvrir dans le monde, elle est infinie et j'ai toujours cet appétit pour le découvrir et cet enthousiasme pour le faire. Mais si je vois qu'un jour cette source-là se tarit et que ça me fait moins vibrer, je pense que je me poserai la question de faire autre chose. Et je pense que j'ai un tempérament à me passionner aussi facilement pour des nouveaux sujets et je me fais pas de soucis sur le fait qu'il y aura autre chose qui m'enthousiasmera. Mais bon, enfin, pour l'instant, la question est même pas là. Mm. Non, mais merci de lever enfin de parler de ça parce qu'effectivement, quand on justement on se lance sur ce chemin d'alignement et d'accomplissement, on peut avoir justement cette tendance quand on a l'impression d'avoir trouvé ah ça y est c'est ça Mm, en fait ce que je veux faire parce que souvent on mm, est ici à quelque chose qu'on veut faire euh, et de pas comprendre quand tout d'un coup l'enthousiasme est plus là et de mm, pas s'autoriser surtout à se dire ah ben non il y a plus d'enthousiasme et ce mot enthousiasme pour moi il est clé parce que mm, effectivement c'est vraiment ça qu'il faut suivre. Tu vois, pour moi, l'enthousiasme, c'est des graines qui ont été plantées à l'intérieur de nous, justement pour nous indiquer ce chemin mm, mm, d'accomplissement. Et que, ben, quand il est plus là, l'enthousiasme, ben, c'est que, je sais pas, les graines ont germé et que, voilà, quelque part, le travail ou le chemin, en tout cas, est fait à ce niveau-là. Et que mm. c'est un chemin, comme je l'ai dit. Donc, ça peut prendre plusieurs directions. Mais souvent, on va retrouver une même essence, tu vois. Je sais pas comment je pourrais traduire ça pour toi. Tu nous as parlé, toi, de l'importance bah ouais, de retranscrire la notion d'humanité et de fragilité de ces communautés qui vivent un petit peu en dehors du monde hyper mondialisé dans lequel on vit aujourd'hui. Bah, aujourd'hui, ça passe par le dessin, mais peut-être que ça pourrait passer par des recueils de, je sais pas, de poésie si tu restais dans le côté artistique, mais aussi ça pourrait passer par un engagement plus auprès d'une ONG ou tu vois. Et Tout à fait.
Voilà, je trouve que et c'est pour ça que c'est intéressant de revenir à ce qui nous anime, et souvent ça passe par nos Et valeurs. être à l'écoute de ce qui nous Voilà, l'écoute plaît. et aussi de cette Ça écoute quand elle se ternit un petit peu, bouge. c'est OK en fait. Et de Ouais, faire confiance, de faire confiance. ouais. Et je Ouais, pourrais rajouter quelque chose. bien sûr. La première, c'est que bah, je pense que c'est la première fois quand on se déconditionne du système du salariat ou d'une première vie qu'on n'a pas vraiment choisi avec le cœur. Cette première fois, je trouvais particulièrement difficile. Mais quand on s'est prouvé à soi-même qu'on était capable de s'en sortir dans bah, la deuxième vie qu'on s'est donnée, je pense que ça donne de la force pour éventuellement se reconvertir encore une fois ou se former à une nouvelle activité ou prendre une nouvelle direction. Ouais. Et la deuxième chose que je voulais rajouter, c'est que j'ai une amie que j'ai retrouvée récemment, là, par hasard, qui bah, avait quitté un boulot salarié pour s'installer comme... elle faisait des savons maison. C'était sa passion et elle rêvait d'être à son compte et de monter sa marque de savon. Et elle s'est épanouie là-dedans pendant quelques années, avant de s'apercevoir qu'en fait c'était difficilement rentable comme activité et qu'entre-temps elle est devenue 2 fois maman et que c'était difficile de concilier sa vie de maman avec sa vie d'entrepreneuse. Et elle a eu le courage de refaire un bilan sur les nouvelles données de sa vie et de se dire que finalement cette vie d'entrepreneuse lui avait convenu pendant quelques années, mais qu'elle arrivait à la fin d'un cycle et qu'aujourd'hui, elle était contente de reprendre un boulot salarié pour, à 5 heures du soir, fermer la porte de son boulot et rentrer libérée de son travail pour consacrer du temps à ses enfants. Et je me suis dit, c'est un chemin de vie qui est... Enfin, on valorise du coup beaucoup les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, mais on ne dit pas aussi que ce genre de parcours, c'est courageux de se dire, bon, bah, j'ai fait le tour de ce modèle-là et je veux retourner à quelque chose qui est plus en phase Ouais. avec les aspects que je veux prioriser dans ma vie. Ouais, complètement, complètement. Ouais. Rien Merci, n'est irréversible. effectivement. Mm. Ouais, rien n'est irréversible. Mm. Et effectivement, c'est pas parce qu'on parle souvent, c'est vrai que souvent dans ces lives, ça passe par ça. Donc souvent, ça passe par lâcher un job qui nous plaît pas et se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais merci effectivement de rappeler que c'est pas forcément le cas pour tout le monde et que, ouais, que ça peut être le cas un temps et pas après. Et que c'est pas, encore une fois, la forme extérieure que ça prend qui est vraiment important, c'est la satisfaction intérieure et l'épanouissement personnel, et qui est évidemment complètement différent quand on est seul, quand on est marié, quand on a des enfants ou pas, et que ouais, et que ça pourra encore changer quand ces enfants seront plus grands. Euh, Voilà. ce qui est Et que c'est pas une important. destination, mais que c'est un chemin qui peut être tortueux au fil de la vie. Et ça aide aussi à alléger cette décision de remanier sa vie. C'est qu'on se dit, bah, je peux prendre cette nouvelle vie à laisser pour quelques mois ou quelques années et puis faire le bilan ensuite. Ouais, Est-ce que je m'épanouis ou absolument. pas? Ouais, complètement, complètement, complètement. Du coup, on arrive déjà presque à l'issue de cette heure. Ça passe toujours, mais tellement vite. Ouais, pour les personnes du coup qui nous regardent en direct ou en replay, est-ce que tu as déjà partagé plein de choses, mais est-ce que tu aurais un dernier conseil à partager pour peut-être des personnes qui te suivent, qui sont hyper inspirées par ton art et qui dessinent aussi, ou voilà, en tout cas, qui se posent des questions sur elles aussi. Est-ce que c'est leur dharma de se lancer là, dans cette aventure-là? Bah, se poser peut-être les questions de est-ce que c'est vraiment quelque chose qui me met en joie quand je le fais? Est-ce que je suis malheureuse quand j'en suis privée? Parce que moi, c'est ça qui se passait, hein, c'est que ça ne me suffisait pas d'avoir juste le soir et le week-end pour mes passions. Et puis pour ceux qui ont envie de se lancer, bah, ce qu'on disait, se dire que rien n'est irréversible et que on peut, enfin, je me souviens que tu avais fait un live où tu parlais il y avait une métaphore que j'avais adorée d'un singe qui lâchait une branche pour en attraper une. Enfin,
je crois qu'il y a deux sortes de singes. En fait, il y a ceux qui se lancent dans le vide sans avoir déjà la branche en main et qui espèrent et qui ont assez confiance pour attraper une nouvelle branche. Et puis, il y a des singes un peu plus prudents, dont je pense faire partie, qui ont besoin de commencer à faire balancer la première branche pour se rapprocher de la deuxième branche et puis l'attraper pour pouvoir lâcher la première. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant 4 ans et c'était bon. J'étais jeune et j'avais de l'énergie, j'étais dans ma vingtaine. Je sais pas si aujourd'hui ça serait aussi simple, mais bon, il n'y a pas, voilà, il y a pas de modèle. Ouais, tout à fait, Il effectivement. faut pas plus mettre trop la pression sur, enfin, Ouais. Et il y a des notamment dans personnes, le pardon. développement personnel et dans le coaching, il y a beaucoup de gens, voilà, qui on parle de surmonter ses peurs, etc. Mais c'est normal d'en avoir, et notamment à certaines phases de vie pour les gens qui ont une famille avec des enfants, des choses comme ça, c'est Tout à fait. moins simple. Ouais. Et il y a des personnes pour qui ça va passer par un saut dans le vide Mm. où c'est parti, on y va, on sait pas où on Sauter va, mais on y va et on fait confiance que ça apparaîtra. Et le puis, parachute, voilà. de quoi? Sauter le parachute apparaîtra, ouais. C'est ça, exactement. Mm. Et puis d'autres pour qui ça a besoin de se faire de manière plus douce, par une Mm. transition, d'aller comme toi expérimenter. Attends, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Ah non, c'est pas ça. Mm. Attends, je vais revoir un coup. Ah non, 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 c'est pas ça, mais attends, je suis pas sûre, je vais revoir. Et c'est OK en fait. Ben, si on a Mm. besoin de ça, on a besoin de ça. Et à nouveau, pour moi, c'est vraiment encore et toujours une histoire d'écoute et d'oser Mm. écouter et de s'écouter pas tant au niveau de la tête parce qu'on peut toujours sortir Mm. toutes sortes d'histoires, mais vraiment de redescendre dans le corps et dans le Mm. cœur, de voir vraiment ce qui Il y vibre. a un truc, on parlait de la distinction entre les cultures françaises et toi tu parlais de la culture américaine. Il y a un mot qui carrément manque dans la langue française pour moi. Et le jour où je l'ai entendu en anglais, ça a été une révélation. C'est Ouais. le mot gut feeling. Mmh. Littéralement le sentiment des boyaux. Ouais. Et en fait, c'est exactement ça. Quand on te fait une proposition et tu sens si, dans ton corps si tes boyaux ont envie d'y aller ou pas, quoi, quelque part. Et ça, Ouais. c'est quelque chose qu'on fait taire hein, depuis qu'on est petit, quoi. Enfin, le, notre éducation ne nous entraîne pas du tout à écouter ce sentiment-là. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Reconnaître ça, je pense déjà. Ouais, et que à l'inverse, quand on commence à s'y reconnecter, Mm, et ben là, on peut plus lâcher mm, cette sensation. Et c'est marrant parce que moi, ça se passe vraiment dans le ventre aussi quand je ressens des mm, choses. Mais ça, là aussi, ça peut varier d'une personne à une autre. Il y en a, ça va être au niveau du cœur, de la poitrine mm. plutôt, ou alors Ouais, ouais. carrément tout le Oui. corps. Mais c'est vrai que, Mm. ouais, moi aussi, j'aime beaucoup cette de gut feeling. Mais tu es d'accord qu'il n'y a pas de mot pour, il n'y a pas de traduction de gut feeling en français. Non, à part, ouais, non, intuition, L'intuition, c'est autre plus chose. Enfin, au niveau, ouais, de, c'est pas la réaction du corps, ouais, l'intuition. non, non, c'est vrai, c'est vrai. Mm. On a ces expressions de ressentir ce qu'on a dans les tripes, ou tu vois, Mm. mais c'est vrai que c'est pas une expression aussi, voilà, quoi. Ouais, On n'apprend pas aux gens à écouter la réaction de leur corps à l'annonce d'une proposition ou tout à fait. Non, d'un changement de leur vie. Ouais. ouais, ouais. Mais moi, c'est clairement le yoga qui m'a appris ça. Et Mm, donc, mm, ouais, ça peut être un super bon dernier conseil, justement, d'inviter les personnes à trouver une pratique corporelle, en tout cas, qui leur parle et d'apprendre à écouter ce qui se passe, justement, quand ils ont du mal, surtout quand ils ont du mal, qu'ils se posent 20 000 questions et qu'ils essayent de rationaliser le pourquoi du comment. Souvent, bah ouais, là, on peut mouliner pendant des jours et des jours et mm, des jours, alors que très souvent, si on descend d'un cran au niveau du mm, mm. cœur, au niveau du ventre, au niveau du corps, et ben, Oui. on se rend compte que les réponses, elles sont là déjà. Mm, mm. Ouais. Qu'est-ce que ça fait si tu penses à la solution A? Qu'est-ce que ça te fait si tu penses à la solution B? Et Ouais, à quoi tu penses répondre? c'est ça. Que dit ta tête, que dit ton corps, que dit ton cœur. Et c'est très intéressant de se poser, prendre le temps d'écouter les trois et de se Mm, rendre compte qu'ils ne disent pas du tout la même chose. mm, mm.
Waouh, bah écoute, merci beaucoup. C'était super chouette C'est d'en apprendre super. plus sur ton parcours c'est une très Mm. très belle illustration de ce que vivre son dharma signifie. Donc un grand, grand, grand merci. Est-ce que tu as une actualité du moment que tu as envie de partager avec les personnes qui sont là ce soir? Ben, je rentre d'un voyage au Cambodge, euh, qui est la raison pour laquelle on a dû reporter ce rêve, où j'ai profité du fait que les temples étaient vides, du tourisme de masse qui n'a pas encore repris après le Covid, Mhm. pour dessiner pendant bah, des semaines en fait dans l'ambiance de la jungle. Et donc je suis remplie d'inspiration et je suis en train de faire les toiles du retour à l'atelier qui seront exposées en région parisienne dans le cadre d'un festival qui s'appelle le Nomade Festival qui est lieu à Cergy-Pontoise le 11 et 12 juin, je crois. C'est un week-end. Et donc j'aurai 3 expositions sur ce festival, euh, sur le Cambodge, sur la Namibie et sur le Bénin. Donc qui sont mes 3 derniers voyages. Génial. Et en général, tu te rends sur place, tu es sur place lors des Ouais, ouais. expositions? Ok, Il y a une conférence, rencontre avec la diffusion d'un petit court-métrage sur la Namibie et puis j'anime un atelier carnet de voyage. génial. Voilà. Ouais, et super. Et le prochain voyage, c'est quoi? Écoute, je ne sais pas encore. Pour l'instant, je Ok. suis en période de digestion et de décantation du voyage du Cambodge, mais c'est pas Comment, les. allez, je te pose quand même une dernière question. Comment Mhm. justement se prévoient ces voyages? Est-ce que c'est des opportunités qui viennent à toi? C'est toi, tu as une envie tout d'un coup d'aller? Ouais, c'est souvent des opportunités et c'est souvent des synchronicités pour le coup. C'est-à-dire que j'ai une liste de pays qui m'attirent en tête. Certains pour lesquels j'ai une intime conviction que j'irai un jour, sans savoir où, quand et avec qui. Et puis un jour, bah, m'est faite une proposition pour je sais pas moi, une ONG ou un ami photographe avec lequel je voyage. Enfin, voilà, j'attends que ça s'aligne et généralement ça se fait tout seul quand c'est le bon moment. Ouais, génial, génial. Ben, bravo, franchement, de suivre tes élans de manière aussi juste et dans l'instant. Et ouais, et c'est le travail, enfin, l'art qui ressort de tout ce que, de toi et de toutes ces rencontres est juste magnifique. Donc, un grand Merci, bravo et merci. merci d'avoir Et accepté. merci de faire ce que tu fais, qui est super inspirant. J'en ai écouté plein et je les partage aussi à des gens qui ont besoin d'entendre ça assez régulièrement. Et j'ai que des bons échos sur. C'est un vrai dharma, je pense aussi, de contribuer à éveiller les consciences des gens qui ont encore peur de vivre vraiment leur vie. Et je pense qu'il y a un vrai besoin. Ouais, C'est de faire merci, merci beaucoup. Un grand merci Stéphanie, merci à tous ceux qui nous ont suivis en direct. Évidemment, je poste le lien du replay juste après et je mettrai aussi le lien sur YouTube. Ça peut être plus pratique pour certains aussi. Je partagerai. J'ai pas, ouais, c'était un soir d'élection, mais je pense qu'en replay, ça sera. Ouais, ouais. Il faut aller voir le résultat, mon Dieu. J'avais même oublié, tu vois, j'étais complètement sortie de cette réalité-là. J'étais en voyage avec toi. Bon, je vais flotter encore un peu avant de repartir là-dedans. Merci beaucoup, à très Merci, Corinne. bientôt. Salut Stéphanie. À Au bientôt. revoir.